Bonjour et bienvenue dans Agir pour l'environnement, le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré à l'environnement de Mayotte. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des usages illégaux de l'eau et des mauvaises habitudes dans ce domaine. Il y en a beaucoup. Agir pour l'environnement dans notre quotidien, moi j'y crois. Pour aborder ces questions et parler des usages illégaux dans les rivières, nous avons sur le plateau Jean-François Leroux, qui est le chef du service environnement et prévention des risques à la DEALM de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau aujourd'hui. On va aborder la question des usages illégaux de l'eau. Alors, je pense que tout un chacun, on pense le plus souvent au lavage du linge dans la rivière. Mais quels sont aujourd'hui tous les usages illégaux de l'eau ? Alors, ils sont effectivement très très vastes. Alors, tous ces usages, effectivement, ce que vous citiez là, ont surtout des effets qui peuvent être liés, enfin qui peuvent avoir des conséquences à la fois sur la quantité de l'eau, enfin la ressource disponible. Quelqu'un qui prélève et qui intercepte toute l'eau qui coule dans une rivière, c'est de la ressource qui disparaît pour d'autres usages. Et la qualité, effectivement, il y a un certain nombre de pratiques qui vont dégrader la qualité de l'eau, qui elle, va servir à produire, par exemple, de l'eau potable, et peut remettre en cause, en fait, l'alimentation en eau potable de certaines parties du territoire, va avoir une incidence sur le milieu, la biodiversité, donc les milieux aquatiques. Et aussi, il y a des conséquences en termes de risque. C'est-à-dire que le fait d'aménager dans un cours d'eau peut avoir des conséquences. Les cours d'eau ici sont souvent soumis à des risques d'inondation, notamment en cas de forte pluie pendant la période des pluies. Et il y en a des fortes pluies. Et il y en a des fortes pluies. Et voilà, dans ces périodes-là, tout aménagement non mal fait peut avoir des conséquences assez importantes en amont ou en aval de ces ouvrages. Voilà. Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient quelquefois ces fâcheuses habitudes, pourquoi, Jean-François Leroux, il ne faut pas laver son linge dans la rivière ? Alors, je dirais de manière plus générale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'eau potable est produite à partir à 70% à peu près, par de l'eau, ce qu'on appelle superficielle. C'est-à-dire c'est l'eau qui coule dans les rivières ou l'eau qui va être retenue dans les retenues collinaires. 70%. Et alors, le reste, c'est 25%, ça vient des eaux superficielles et 5% dessalement. Voilà. Donc toute atteinte en fait à cette ressource superficielle peut avoir un impact important sur la production d'eau potable. Parce que si on réduit la ressource, comme c'est actuellement le cas, on a moins d'eau pour faire de l'eau potable. Bien sûr. Si on pollue l'eau, comme c'est arrivé cette année, on peut par exemple interdire ou bloquer un captage qui ne permettra plus de produire cette eau potable. Voilà, donc là, pourquoi il faut être très vigilant en fait, pour préserver cette ressource à la fois en quantité et en qualité. Alors, on a parlé du linge, mais il n'y a pas que le linge, il y a aussi des personnes qui lavent la vaisselle dans les rivières. Est-ce que quand on lave sa vaisselle dans la rivière, déjà la vaisselle est propre, et ensuite, derrière, c'est quoi les conséquences pour la nature ? Alors, ce qui va être gênant par toutes ces opérations de lavage, parce qu'il y a la vaisselle, mais on parle aussi des véhicules, on peut parler de plein de choses. Ça peut être nettoyer des boyaux de bovins, comme on a pu constater. Tout ça, ça apporte de la pollution. Alors, la pollution, elle peut être de différentes natures. Elle peut être, vous voyez, ça va être surtout l'utilisation de produits de nettoyage qui va être impactant. L'eau de javel pour le linge, par exemple, qui est très très mauvais en fait pour toute la vie aquatique. Les intestins, je vous dis pas, c'est ce qu'on retrouve après dans le milieu. Voilà, là en l'occurrence, à titre d'exemple, le lavage se faisait sur un captage d'eau potable. C'est-à-dire l'eau derrière était pompée pour produire de l'eau potable. Oui. Voilà.
les conséquences que ça peut avoir. Donc c'est surtout les produits qui sont gênants, parce qu'on utilise des produits chimiques. Bien sûr. Et qui, eux, sont nocifs pour l'environnement. Il y a certaines personnes, Jean-François Leroux, qui se lavent dans la rivière, qui vivent d'ailleurs dans les maisons qu'on voit dans le reportage qui tourne pendant qu'on parle. Est-ce que se doucher dans la rivière, est-ce que d'un point de vue sanitaire, pour les personnes qui se lavent, c'est correct? Alors j'avoue que c'est pas vraiment dans ma partie, je pense que c'est plutôt l'ARS qui pourrait vous dire ça. Après, je reviens sur mon sujet, c'est-à-dire par rapport au milieu, ça dépend du produit qu'ils vont utiliser. Après, voilà. On revient toujours à la même chose. Plus on utilise des produits chimiques, plus on risque d'avoir des conséquences sur le milieu, quoi, éventuellement. Et effectivement, le lieu où on le fait, c'est-à-dire quand on le fait à proximité de captage, de points d'eau, de prélèvement d'eau pour l'eau potable, effectivement, toute activité dans ces aires de protection là sont à proscrire. Voilà. Et après, voilà, sur une rivière où il n'y a pas d'enjeu eau potable, les conséquences seront moindres en termes d'eau potable. Mais elles peuvent être importantes en termes de milieu aquatique. Alors, comment, on vient de le voir, le linge, la douche, les voitures, vous l'avez dit, la vaisselle et autres, comment on peut faire pour faire cesser ces pratiques? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qui est fait, c'est des contrôles. Hein. Oui. Nous, c'est des contrôles que l'on fait régulièrement. Pour essayer de constater ces situations-là. Et dans ces cas-là, nous, on lance des procédures. Alors, quand je dis nous, c'est les services de police d'environnement, donc il y a l'ADEAL, mais il y a également l'OFB. Il peut y avoir le CD. Bon, il y a un certain nombre, et les polices municipales également peuvent intervenir. Donc tout ce monde-là... Puis les polices intercommunales aussi. Oui, aussi, c'est ça. Toutes les polices des collectivités peuvent intervenir. Donc tout ce monde-là peut, quand il constate une situation anormale, lancer des procédures, qu'elles soient administratives ou judiciaires, à l'encontre de ces personnes. Et quand on tombe sur, et on le voit sur les images, quand on tombe sur une personne qui lave un autocar qui peut servir pour le transport scolaire ou sa voiture, et qu'on lui explique dans la rivière, et qu'on lui explique que c'est pas une excellente idée, c'est quoi la réaction qu'ont les habitants de l'île à qui on explique qu'il ne faut pas faire les choses? Alors aujourd'hui, les gens, je dirais, répondent en fait aux convocations qui sont faites. Sur les véhicules aussi. Enfin, en général, les gens répondent. Il faut être clair que sur les véhicules, l'impact il est particulièrement important. On est face à une population aussi qui n'a aucune justification d'être là. Donc les suites encourues sont beaucoup plus lourdes, et ça peut aller jusqu'à la confiscation des véhicules. Ah, ouais. On va commencer souvent par des amendes, voire des suites administratives, mais très vite, s'il y a récidive, ça va être de la confiscation. Et vous avez déjà constaté dans les procédures que vous avez eu à entreprendre de la récidive? Alors sur du lavage de linge, oui. Sur du lavage de véhicules, non, heureusement. Oui. Heureusement, ça, quelque part, ça laisse penser que notre action peut être dissuasive. Pas suffisamment parce qu'on l'en constate encore, mais en tout cas, voilà, si on constate une récidive sur du lavage de ce type de véhicules en rivière, voilà, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. On le voit, et on le voit dans les images, certaines personnes construisent leurs habitations directement dans le lit de la rivière, en poussant la rivière à se détourner quelque part de son lit originel. Pour tout un chacun, c'est difficilement compréhensible, et surtout ce qui est difficilement compréhensible, c'est que les autorités de l'État n'imposent pas la destruction immédiate de ces maisons. Alors il faut déjà savoir que les conséquences de ce type de construction, elles sont multiples. La première, c'est en termes de pollution, parce que d'une manière plus générale, tous les travaux qui sont effectués sur les hauteurs avec une absence de maîtrise des terres. On fait des travaux, souvent on va creuser, on va provoquer... Voilà, tout ça, il y a une situation sur l'île qui fait que beaucoup de terres ne sont pas maîtrisées, et aux premières pluies se retrouvent dans les rivières et ensuite au lagon. En 2018, il y a une étude qui s'appelle l'étude l'ESLAM, qui est menée par le BRGM, qui avait estimé en 2018 à 20 000 tonnes par an la quantité de terre qui part au lagon.
C'est énorme. Et ça continue à évoluer. Donc aujourd'hui, on est à plus que ça. Et ça continuera à évoluer si on ne fait rien. Et ça a des conséquences quand on fabrique l'eau potable, parce que vous expliquez que l'eau va dans la rivière, donc elle souille quelque part l'eau, il y a un captage, on prélève. L'eau qu'on prélève peut être chargée de terre. Exactement. Et c'est en fait ce qui se passe, ce qui peut se produire, c'est ce qui se passe quand il y a des fortes pluies sur les captages. Il y a des captages qui arrêtent de fonctionner. On n'utilise pas à un moment donné quand l'eau est trop turbide, en fait, quand il y a trop de matière en suspension dans l'eau. Voilà. Donc ça, une pollution peut être à l'origine de ça. Donc, c'est ça l'érosion ? C'est l'érosion, oui, c'est une forme d'érosion, oui, mais qui est liée à des pratiques humaines qui amènent à faciliter l'emport de terre. C'est du défrichement, la mise à nu de terre qui vont pouvoir être emportés facilement par la pluie. Alors ça, c'est le premier risque. Et un deuxième risque qui est vraiment un risque, c'est-à-dire que vous disiez, voilà, une maison qui va pousser on ne déplace pas un cours d'eau. Le cours d'eau, il va forcément, à un moment donné, revenir. Il va essayer de retrouver son cheminement normal si ça n'a pas été fait correctement. Donc, les conséquences de ce type de construction, c'est que souvent, ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir une érosion, une sape de toutes les fondations qui fait qu'au bout de quelques années, la plupart du temps, les constructions ne tiennent pas. Mais pourquoi vous n'ordonnez pas la destruction ? Alors là, on est sur, on est sur deux volets. Là, il n'y a pas qu'un volet environnemental, il y a un volet également construction qui relève du code de l'urbanisme, donc, et de la responsabilité des collectivités, des maires notamment. Nous intervenons dès lors qu'il y a une construction, que ce soit un mur, que ce soit des maisons, mais c'est souvent des murs, enfin ça commence par des murs qu'on va emblayer et pour lesquels on va construire. Donc nous, on intervient, on en fait... après, ce sont des procédures qui prennent un peu de temps, mais on intervient. Mais il est clair qu'il faut une mobilisation, améliorer le suivi et nos interventions sur ces sujets-là. Quelles sont les conséquences environnementales de toutes ces pollutions dans nos rivières ? Les conséquences, c'est ce que je vous disais pour l'eau potable, c'est que voilà, on peut arriver aujourd'hui, on est quand même confronté à des situations où voilà, on est obligé d'arrêter un captage, de prélever sur un captage parce qu'il y a une pollution qui a été constatée suite à une utilisation de produits chimiques. On ne sait pas trop pourquoi, pour de la pêche. Bon, on ne sait pas. En tout cas, on a retrouvé dans le captage des polluants chimiques à des niveaux inacceptables pour l'eau potable. Donc voilà. Donc on arrête. Pendant plusieurs semaines, un captage a été arrêté. On n'a pas utilisé. Voilà une première conséquence. La deuxième, c'est sur les milieux, parce que ces produits chimiques-là sont utilisés pour tuer des organismes, les organismes vivants. Donc forcément, tout ça, on détruit le milieu. Et le milieu, c'est ce qui fait la vie qui contribue à améliorer la vie aquatique. Il y a certains habitants de l'île, et je pense notamment à ceux de Ouangani, qui disent que dans les rivières de Ouangani, par le passé, il y avait des écrevisses et que souvent ils allaient à la pêche avec leurs parents pour pêcher des écrevisses et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est, selon vous, une des conséquences de ces mauvais usages de l'eau ? Oui, entre autres. Nous, on en voit encore sur les opérations qu'on mène ces derniers temps. On trouve encore des écrevisses, on trouve des anguilles. Il y a encore de la vie. Il y a encore de la vie. Voilà. Après, un autre sujet, mais dont vous allez peut-être me parler, qui sont tous les barrages qui sont faits sur les cours d'eau. Oui, j'allais vous en parler tout de suite. Donc abordons la question. Voilà. En fait, il y a un autre sujet important, en fait, qui limite aussi et qui a tendance à nuire au développement et au maintien de la vie aquatique. C'est tous ces barrages qu'on appelle captages. En fait, c'est des barrages qui sont faits sur les cours d'eau. Et on les voit dans les images. Et qui ont pour vocation de permettre des prélèvements d'eau. Alors la plupart du temps, ils sont pas autorisés. Et ces barrages-là sont faits en travers complètement du cours d'eau, ce qui fait qu'ils vont empêcher en fait ce qu'on appelle la continuité écologique, nous permettre
aux espèces migrantes de remonter de la rivière ou de descendre, typiquement les anguilles. L'autre chose, c'est que certains captages interceptent la totalité de l'eau. Tellement ils sont efficaces. Oui. Et on le voit sur les images, c'est Voilà. vraiment des ouvrages d'art dans la rivière donc, en réalité. Donc derrière, ils vont tuer le milieu derrière, puisqu'il y aura plus d'eau. Donc il y a une obligation de respecter ce qu'on appelle un débit réservé, c'est-à-dire d'assurer un débit minimum dans le cours d'eau, justement pour permettre à la vie de continuer à se développer, quoi. Mais quand les personnes construisent ces ouvrages, ces barrages dans la rivière et qu'ils empêchent toute l'eau de s'écouler, ils en captent en général pour de l'agriculture illégale, mais est-ce qu'ils ont besoin de toute l'eau de la rivière ? Non, clairement non. Aujourd'hui, quelqu'un qui capte entièrement le flux d'une rivière, non, il n'en a pas besoin complètement, parce que c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs dizaines de mètres cubes. Enfin, pour avoir une utilisation de ce niveau-là, il faut vraiment avoir un gros usage. C'est pas le cas, donc c'est clair. Donc que c'est gâché. C'est clair que ça contribue à gâcher la ressource et de ne pas la partager en fait, parce que voilà, jeter de la ressource, c'est de la ressource en moins pour quelqu'un d'autre, hein, et notamment pour l'eau potable si c'est fait sur une rivière qui alimente un captage. Mais aujourd'hui, et on le voit sur les barrages, ils sont dans la rivière et pas juste à côté du début du cours d'eau. Il faut quelquefois entrer profondément dans la forêt, suivre le cours des rivières pour les trouver. Et c'est un travail de titan que à la fois de les trouver et puis ensuite derrière de les détruire. Parce que sur les images, on voit des agents des autorités, donc de vos services en l'occurrence, démontent ces barrages. Ils y vont avec force et courage, mais c'est un travail de titan en fait. Oui, alors aujourd'hui, effectivement, c'est pas la solution. Aujourd'hui, on est dans une situation qui nécessite d'aller chercher la moindre goutte d'eau pour pouvoir tenir le plus longtemps possible, alimenter le plus longtemps possible les captages et les retenues collinaires. Donc effectivement, on développe là actuellement, on enchaîne les opérations de démolition, justement, d'ouvrages illégaux, qui ne sont pas autorisés. Comme on voit là actuellement pendant que vous parlez, oui. L'avenir, en fait, c'est en tout cas après la crise, on va s'atteler avec les différentes autorités à mettre en place une gestion raisonnée des usages de l'eau et raisonnée et partagée en fait de la ressource, quoi. C'est indispensable. Pour le lavage du linge, alors c'est vrai, c'est illégal, tout ça, et les produits comme l'eau de Javel peuvent polluer le cours d'eau, mais au-delà de ces aspects-là, il y a quand même un usage social. Les femmes aiment se retrouver autour de la rivière pour partager un moment et laver le linge. Comment on peut faire changer ces habitudes et pousser progressivement cette communauté sociale à la vivre, continuer à vivre ce qu'ils ont à vivre, mais ailleurs du cours d'eau? Alors aujourd'hui, il y a des projets qui se développent, soit des laveries solidaires, donc des laveries avec un accès à des coûts raisonnables, ou alors des lavoirs en rivière. On en a financé plusieurs, qui vont bientôt démarrer, donc qui vont permettre à toutes ces personnes-là d'accéder, de continuer à laver avec de l'eau naturelle, mais dans une installation qui va traiter, qui va permettre de gérer la pollution et éviter la pollution du milieu. Voilà, donc ça se développe. Donc ça veut dire que ce côté sociétal existera toujours, mais il n'y aura plus la pollution avec. Exactement. Les eaux seront traitées avant d'être remises dans la rivière. Tout à fait. C'est ça qui se passera. Oui, tout à fait. Comment on peut faire pour sensibiliser le grand public à aujourd'hui pas prélever de l'eau dans la rivière pour boire, pour se laver, pour ce genre de choses? Parce que en plus, en pleine crise de l'eau, il y a des tentations fortes pour se faire. Oui. Alors, déjà, sur le lavage, tous ces projets-là sont portés par des associations locales, donc qui, elles, portent le message. Donc, c'est intéressant à noter. Après, il y a une opération là, qui va démarrer, qui s'appelle les ambassadeurs de l'eau. Aujourd'hui, il y a 150 personnes qui ont été recrutées dans les communes et qui vont aller partout sur le territoire, au contact de la population, pour informer justement des enjeux
et expliquer à chacun ce que chacun peut faire, et notamment tous les gestes qui permettent d'économiser un peu de l'eau. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est en train de démarrer là, qui va monter en puissance là d'ici la fin du mois. Alors on le voit sur les images, certains cours d'eau sont quand même très, très sales, avec beaucoup de déchets, et a fortiori quand on est près, là comme sur les images que l'on voit, quand on est près des bidonvilles et des constructions, les villages un peu illégaux. Comment on peut faire pour mieux entretenir les cours d'eau, pour faire que ce soit moins sale? Le sujet est vaste, parce que là, effectivement, vous introduisez un nouvel aspect qui est la gestion des déchets, Oui. pour lequel j'aurais du mal à me prononcer quand même, mais effectivement, une amélioration de la gestion de la collecte des déchets aurait un impact important sur le milieu. Mais en fait, c'est très visuel. Et c'est très visuel. Le parc marin a mis en place un certain nombre de filets sur des exutoires, sur les sorties d'eau pluviale. Et en fait, ce qu'ils ont constaté, c'est que ce qu'ils trouvent le plus en fait, dans ces exutoires, c'est de la terre. C'est de la terre. Ouais. Les déchets, oui, il y en a. Ça a du volume, c'est visible. Mais en masse et en importance, c'est la terre qui est le plus important. Et la terre, c'est le résultat de la déforestation. C'est le défrichement, c'est les constructions, c'est les travaux avec tous les déblais mal gérés. Voilà. Et ça, c'est pas que des travaux, c'est du travaux individuel, c'est pas que du travaux, des travaux, des gros travaux d'infrastructure. Ceux-là, par contre, sont plutôt suivis. Mais c'est vrai qu'à titre individuel, il y a un développement d'activités aujourd'hui mal gérées, quoi. La création de pistes, pareil, est complètement non autorisée et avec juste un passage de bulles, ça c'est très destructeur, quoi. Très destructeur. Jean-François Leroux, et ce sera ma dernière question, parce que le temps tourne. Vous êtes à Mayotte depuis fort longtemps maintenant, et depuis fort longtemps dans ces sujets des risques de l'eau et de l'entretien de l'environnement, enfin de la prise en compte de l'environnement. Vous avez le sentiment que les choses s'arrangent avec le temps, ou que c'est un lent délitement et que ça ne va pas mieux? Alors, je pense qu'il faut aller au-delà du constat. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même, ce qui est clair, c'est qu'il y a une prise de conscience de la population, même si sur ces enjeux-là. Et on le voit, nous, au travers de la mobilisation de pas mal d'associations sur ces enjeux-là environnementaux. Et voilà, donc ça c'est plutôt rassurant. Après, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui encore des pratiques qui sont instituées et qu'il faut arriver à changer. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses, pas mal de communication, ça leur y contribue. Bien sûr. Qui permettent aux gens de prendre conscience en fait de ce qu'ils font et de corriger un peu. Voilà. Et puis il faut mettre en place des solutions alternatives. On parlait du linge. Voilà, tout ça c'est en train de se mettre en place, c'est nouveau. Donc voilà. Et moi je pense que les choses avancent quand même, pas assez vite. Et c'est vrai qu'il reste quand même un visuel qui est assez négatif. Mais bon, il faut aller derrière. Il faut regarder devant et se dire ça change. Et l'espoir que voilà, on peut tous collectivement faire quelque chose et faire en sorte que ça change. Merci beaucoup Jean-François Leroux. De rien. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode, un autre sujet et d'autres invités. À très bientôt.